Mon parcours professionnel, juste pour vous montrer que j'ai eu la chance d'être participant actif dans à peu près 12 équipes de maintenance différentes, puis d'évaluer ou de participer à l'évaluation d'à peu près une vingtaine d'autres groupes de maintenance différents. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement Contrôle Laurentide, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les visites découvertes, une évaluation des pratiques qu'on fait. Puis tout ça ensemble, au mois de mai l'an passé, on discutait, je voyais les problèmes que les gens avaient. On a parlé ce matin, c'est les mêmes problèmes, les trucs qui reviennent, les difficultés fréquemment rencontrées. Donc, j'avais commencé à réfléchir à c'est quoi qu'on pourrait faire avec ça. Si tout le monde a les mêmes problèmes, puis les solutions existent, puis il y a des gens qui sont capables de s'en sortir, bien, c'est ça que je voulais vous présenter. Fait qu'on va regarder les symptômes. Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer que vous avez le problème ou pas chez vous? C'est quoi les effets? Pourquoi que c'est réellement un problème? Puis pourquoi qu'il faut essayer de s'en sortir? Ensuite, les causes. Pourquoi qu'on vit ces problèmes-là? Puis si on connaît les causes, on va être capable d'aller chercher les solutions. Donc, Laurentide, membre d'impact, partenaire d'impact de Emerson. Okay? Donc, plus de 380 employés depuis 1968. Puis ce qui nous différencie, c'est que l'entreprise est 100% détenue par les employés. On va passer rapidement là-dessus. Le réseau d'impact Emerson, ça pour vous dire qu'on a accès à beaucoup d'experts. On a un réseau partout en Amérique du Nord. Service en fiabilité chez Laurentide. Portfolio complet de services en fiabilité, autant les produits que les services. On va se concentrer aujourd'hui sur les services de consultation. Qu'est-ce qu'on fait en consultation? Plein de choses. Mon rôle chez Laurentide, principalement, c'est des diagnostics en fiabilité. Donc, je vais vous en parler. Comment on fait les diagnostics? On fait un benchmark, des business cases et des plans d'action. Donc, notre outil chez Laurentide de benchmark, grosso modo, quand quelqu'un nous dit « J'aimerais ça me faire positionner, où est-ce que j'en suis avec mes pratiques, puis par où je devrais commencer, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. » Donc, on va aller faire un diagnostic sur site. On va poser des gens d'entrevue, on va leur poser des questions, on va demander des évidences de ce qu'ils me disent, on va aller faire une visite d'usine, on va regarder comment que les gens travaillent. On va participer au tableau de bord. L'étape suivante, on va développer un plan d'action. Avec ce qu'on a vu, on va vous proposer des actions. On va retourner chez vous pour les prioriser ensemble. Donc, ce qu'on vous propose, ça fait-tu du sens? Dans quel ordre qu'on les ferait avec vous? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Et selon le temps, donc, qu'est-ce qu'on veut faire à l'année 1, qu'est-ce qu'on veut faire à l'année 2, à l'année 3, ça nous permet de faire un flow, un cash financier de qu'est-ce qu'on va devoir sortir pour mettre en place les actions. Mais aussi, ça devrait rapporter un bénéfice. Donc, on va faire l'analyse coût-bénéfice avec vous, selon vos chiffres, votre réalité. Ça va permettre après ça de présenter un plan d'action à la direction puis de dire, OK, voici ce que je veux investir, voici ce que je vais changer, comment ça devrait rapporter. Notre questionnaire comprend quelques centaines de questions sur l'évaluation de vos pratiques. Donc, on suit. Est-ce que vous avez en place ou pas les bonnes pratiques reconnues en gestion d'actifs et en fiabilité? Je passe rapidement là-dessus. 7 piliers. OK. Premier cas. La gestion de la donnée des actifs. La gestion de la donnée des actifs, c'est qu'est-ce que vous avez dans votre GMO, votre gestion documentaire, qu'est-ce que vous avez de besoin pour prendre soin de vos actifs. On se présente chez un client, puis on a des discussions, on passe des entrevues. Je demande au superviseur d'opération, je fais une visite d'usine, je vois une pompe qui a une fuite, c'est le superviseur d'opération qui me fait faire la visite. Je dis, hey, cette pompe-là, mettons, tu devrais faire une demande d'intervention sur la pompe. Comment tu t'y prendrais? J'ai toutes sortes de réponses, mais une qui revient souvent, c'est j'ai accès à GMAO, mais je fais toutes mes demandes sur l'atelier de maintenance. Parce que la pompe, je ne sais pas où dans l'arborescence, ou elle n'est pas là, je ne l'ai jamais trouvée, ou je n'ai pas été formé pour trouver la pompe sur l'arborescence. C'est le genre de réponse que j'ai. Là, ça m'allume déjà qu'il y a une petite faiblesse au niveau de la gestion des données des actifs. Le planificateur de maintenance, je demande comment tu planifies un travail? Puis il me répond, quelque part dans la réponse, il va avoir je perds beaucoup de temps à chercher l'information. Donc, il n'y a pas la bonne information, ou il la trouve difficilement s'il l'a, ou dans 3 ou 4 systèmes séparés. D'autres symptômes, au-delà des discussions, qu'est-ce qu'on va voir dans la façon de travailler des gens qui vont nous dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion des données des actifs? Okay, les données en GMO ne sont pas valides, ne sont pas à jour, sont incomplètes. Donc, c'est quoi l'effet de ça? Ça va être quoi l'effet de ne pas avoir des données valides, à jour et complètes? On va perdre d'efficacité en planification. Donc, rapidement, j'ai une demande de travail qui est d'une maintenance ordinaire, remplacer un roulement d'une pompe.
Le planificateur prend la demande de travail, il ouvre l'actif, il n'y a pas de pièce détachée sur l'actif. Il va se trouver un cartable, un manuel. On va attendre d'ouvrir la pompe pour voir le numéro. Le numéro n'est pas lisible sur le bearing. Okay. Travail réactif, la même pompe fait défaut. Ce n'est pas prévu, c'est le mécano de nuit qui y va. Il ne trouve pas l'information de qu'est-ce qu'il y a de besoin pour réparer la pompe. Perte d'efficacité. Si la production charge tout sur l'atelier de maintenance parce qu'il ne trouve pas l'actif, puis moi je fais un Pareto des coûts de maintenance, qu'est-ce qui va ressortir? Cas vécu, quand j'étais fiabiliste, 40 des coûts étaient sur l'atelier de maintenance. Donc, je ne peux pas dire au chef de service sur quoi il devrait travailler pour réduire ses coûts de maintenance. Même chose pour les problèmes récurrents. Où est-ce que j'ai le plus d'ordre de travail? L'atelier de maintenance. Donc, quel actif me demande le plus de temps de travail de la maintenance? Je ne sais pas. Pourquoi on se ramasse dans cette situation-là? C'est quoi les causes? Lorsqu'on a créé la GMAO, on n'avait pas de standard. On n'avait pas de standard pour nommer, créer, de mettre en hiérarchie nos actifs, nos pièces détachées. On a vu la tâche juste comme une entrée de données. Fait que je vais me prendre une stagiaire en secrétariat qui va puncher les données. Le responsable de créer les données a d'autres tâches quotidiennes, c'est le planificateur qui va le faire. Le planificateur, il est aussi sur le comité santé-sécurité, il fait les fiches de verrouillage, puis il remplace le superviseur pendant qu'il est en vacances. Est-ce que cette personne-là a le temps de monter une GMAO neuve? Pendant la vie de la GMAO, maintenant qu'elle est en place, peut-être qu'on a tous bien fait la GMAO. On n'a pas revu périodiquement les données. On l'a vu tantôt. On a fait un RCM sur des équipements mobiles. Le goulot s'est déplacé. Si le goulot se déplace, il faut revoir notre criticité des actifs. La criticité est plus bonne, la criticité qu'on avait mis initialement. Il y a trop de gens qui ont accès à aller toucher les données puis faire ce qu'ils veulent avec, ou pas assez. La seule personne qui a accès à changer les données, c'est un consultant aux États-Unis qui est disponible 4 heures par semaine pour toi. Là, il y a un backlog de trucs qu'on y a fait. Fait qu'on sait ce qu'on voudrait avoir dans le GMAO, il n'y a pas personne qui est prêt à le faire. Ou à l'inverse, tout le monde a accès, tout le monde touche à tout le monde change, puis on est en train de perdre la validité de nos données. Lorsqu'il y a un projet, un équipement désuet qu'on enlève, on fait un produit qu'on ne fait plus, ou un nouveau produit qu'on veut faire, on installe un nouvel équipement, est-ce que l'ingénierie a ou non mis à jour la liste des actifs, la liste des pièces détachées, la liste des stratégies d'entretien qu'on doit faire? Solution. Vous avez compris les causes, les solutions. Ce n'est pas exhaustif, mais entre autres, il faut avoir des standards. Premier point. Ayez des standards. Comment je nomme un roulement? Je l'appelle-tu toujours en les premières lettres RLM ou BRG ou roulement ou galet ou coussinet? Mais lorsque mon gars qui cherche son bearing sur sa pompe, mon mécanicien tantôt dans l'exemple qui est en urgence puis qui cherche un roulement, s'il écrit roulement puis il va avoir tous les roulements de l'usine parce qu'il s'appelle tout roulement, ça va l'aider. C'est ça un standard. La personne qui va être responsable de donner des actifs, il faut qu'elle ait le temps de le faire. Il faut aussi qu'il soit compétent, il faut qu'il soit formé et compétent à le faire. Si l'ingénierie fait des projets, on retire un équipement ou on ajoute un autre, il faut qu'il y ait un processus de création, de mise à jour. Okay? Ayez le feedback de vos utilisateurs. Si quelqu'un dit « Hey, j'ai voulu faire un ordre de travail à quelle place sur tel équipement, je ne l'ai pas trouvé dans la hiérarchie. C'est-tu parce qu'il manque de formation? C'est-tu parce qu'il n'est pas à la bonne place? C'est-tu parce qu'on oublie de le créer? » Okay? Boucle d'amélioration continue. J'ai le feedback des gens, puis je viens me mettre à jour. Avant de passer au prochain cas, je vais vous poser des questions. Qui chez vous a créé votre GMAO si vous en avez une? Est-ce que c'est vous? Un stagiaire? Une équipe? Quelqu'un qui était libéré? Pardon? Le corporatif. Oui, OK. Y avait-tu des standards, le corporatif? OK. Ou en anglais, puis ils vous les ont traduits en français, fait que des fois, il y a des traductions qui ne sont pas tout à fait... Google Translate, ce n'est pas notre façon de parler, hein? Ouais. Êtes-vous satisfait? Non. Deuxième cas, gestion des travaux.
Fait que, on est en audit sur site. Je demande au planificateur de maintenance combien de temps qu'on consacre dessus à chaque semaine à la planification. Le jeudi, là, je prends 2-3 heures pour pondre une cédule pour la semaine prochaine. Fait que là, ben déjà, je dis, ben, c'est pas de la planif, c'est de l'ordonnancement. Mais c'est lui qui fait les comités, c'est lui qui, quand le mécano cherche une pièce, qui l'aide à trouver sa pièce. Quand il y a un diagnostic à faire, il va supporter le diagnostic. Quand le superviseur n'est pas là, il le remplace. Au superviseur d'opération, je lui demande, c'est quand vos rencontres avec la maintenance? Il me dit, la maintenance? Je m'occupe de la prod, moi. Pourquoi tu me parles de maintenance? Puis je ne sais même pas ce que je fais ici. Faites un audit en fiabilité, l'opération en fiabilité. Je n'ai rien à voir là-dedans. Oh, OK. OK. Qu'est-ce que je vais voir d'autre? C'est quoi les symptômes au-delà des discussions qu'on va voir? Le premier, le plus important, c'est que la maintenance et l'opération sont vues comme des activités indépendantes. Ça, c'est le typique de je prends rendez-vous au garage pour faire réparer mon auto, mais je n'emmène pas mon auto la journée de mon rendez-vous. Puis après ça, je me plains que mon auto n'est pas réparé. Donc, l'opération a un rôle à jouer. C'est lui qui doit emmener l'auto au garage. Donc, il n'y a pas de lien entre les départements, le travail en silo. Je pense qu'on en a parlé un peu ce matin. Les rôles et responsabilités, ce n'est pas officiel. Ce n'est pas quelque chose de dire lui est responsable de ça, lui est imputable de ça. L'accent est mis sur la journée en cours. Qu'est-ce qu'on veut dire, le focus sur la journée en cours? Les demandes sont priorisées selon l'émotion. Aujourd'hui, c'est ça qui nous fait mal, fait qu'on crie, puis celui qui crie le plus fort, c'est celui qui va avoir le service de la maintenance. Puis évidemment, les planificateurs qui supportent les activités quotidiennes, je pense que je l'ai acheté martelé. C'est quoi l'effet de travailler comme ça? Pourquoi c'est un problème? Il y a une incompréhension entre les fonctions. Fait que peu de travail va être préparé. Parce que ce qu'on veut, c'est la journée d'aujourd'hui. On ne pense pas à demain. Donc, le planif est en aujourd'hui. Tout le monde est en aujourd'hui. Si le planif remplace le superviseur, on va voir la planification comme étant optionnelle. Si la planification est optionnelle, la journée que le planif demande une rencontre d'ordonnancement ou une rencontre de planification, de préparation de travaux, là, on va dire, bien, si ce n'est pas important pour mon patron, ce n'est pas important pour moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Donc, le planif n'est pas capable d'avoir l'information qu'il a de besoin. On valorise la réactivité. Merci, Gérard, d'être rentré samedi dans la nuit, de réparer ma machine. C'est correct de valoriser ces gens, mais si on fait juste valoriser la réactivité, on va rester réactif. On ne contrôle pas l'activité, c'est les actifs qui nous contrôlent. Et le backlog est énorme. Okay. Pourquoi on se ramasse dans cette situation-là? Le processus, il est soit incomplet, méconnu ou pas respecté. Ou il n'y en a peut-être juste pas de processus. Ou le processus était fait en fonction de la GMAO, pas en fonction de ce qui doit être fait. On a embauché, on n'avait pas de planificateur avant, on en a embauché un. On a fait évoluer l'organisation. On n'a pas revu les processus. On a juste mis une personne de plus. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va faire ce que les autres font pour les aider dans leur quotidien. Les rôles et responsabilités, s'il y en a, quand on affiche un poste, un planificateur, voici ce qu'on veut qu'il fasse, mais il n'y a pas de processus qui est aligné avec les rôles et responsabilités qu'on a demandé à personne. Stratégie de remplacement, ce que j'ai tantôt, quand quelqu'un est en vacances, quand quelqu'un est malade, qui fait quoi? C'est quoi la stratégie de remplacement? Est-ce que les gens sont formés pour le processus? On a mis un processus en place, on a pris la peine d'écrire un processus. Est-ce que les gens le comprennent? Est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer? Puis les rencontres ne sont pas encadrées, ça veut dire que le jeudi, il manque la moitié du monde en rencontre d'ordonnancement. Puis c'est pas grave qu'il manque la moitié du monde, puis il n'y a pas personne qui est imputable. Mais on ne sera pas capable de le faire avancer. Solution, inclure les parties prenantes. L'opération, la qualité, le magasin, la logistique. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire une gestion des travaux chez vous, dépendant de votre organisation? Que les gens comprennent c'est quoi la gestion des travaux, qu'ils soient formés, qu'ils soient compétents, pas à planifier un travail. Il y a juste le planificateur qui va planifier, là, mais que les gens d'opération sachent c'est quoi leur rôle là-dedans, puis pourquoi c'est important qu'ils y participent. C'est un partenariat, hein? Maintenance, opération, on a besoin des deux pour que ça réussisse, donc ça devrait être un partenariat. Ce n'est pas un client puis un fournisseur de services. Cartographier les processus. Ça a l'air d'être du pelletage de nuages. Des fois, quand je parle de ça, cartographier un processus, mais là, ils disent, ouais, mais il s'en va avec ça. Là. On n'a pas besoin de ça, cartographier un processus. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on fait présentement qui ne fonctionne pas, notre processus actuel.
Ça nous permet de cartographier un processus vers où on voudrait aller. On va voir le gap entre les deux. Je vais faire répondre souvent dans les petites organisations, on n'a pas besoin de processus ici parce qu'on est juste moins de 100. Okay? Fait qu'on se croise dans les corridors, on est tous ensemble tout le temps, pas besoin du processus. Okay? Fait que c'est quoi tes problèmes? Ben là, on vit un changement de garde, les gens s'en vont à la retraite, c'est des nouveaux, on a perdu la connaissance. Fait que là, donc, tu es dépendant des hommes. Ouais, je suis dépendant de mon monde. Okay? Moi, je te dis, tu devrais être dépendant du processus. Donc, écrivez vos processus. C'est plus facile à former les gens aussi. Évidemment, définir les rôles et les responsabilités autour du processus qu'on veut avoir. L'agenda d'usine, c'est quoi un agenda d'usine? Si le jeudi après-midi, on fait la rencontre d'ordonnancement, ce n'est pas le temps pour l'acheteur de mettre une rencontre de revue des fournisseurs. Mes gens sont en rencontre d'ordonnancement. Si vous voulez que les gens se pointent, il faut que les gens soient disponibles. Donc, l'agenda d'usine, c'est que tout le monde, dans son agenda, à l'usine, savent qu'à telle heure, à tel moment, les gens s'en vont là. Avoir un plan de relève qui va remplacer. Séparer l'urgence de la planification. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On dit que l'urgence, c'est comme un trou noir. Quand tu t'approches du trou noir, tu te fais aspirer au complet. Donc, on veut maintenir les fiabilistes, les planificateurs, un peu à part du tout-dé, de l'urgence, pour ne pas se faire embarquer là-dedans. Si on veut penser à demain, puis gérer nos actifs, puis pas se faire gérer par les actifs, il faut se garder un certain paravent, un firewall. Juste avant d'aller au prochain cas, juste un lien à faire entre la gestion des travaux et la gestion des données. Si je n'ai pas les bonnes données, ça va être difficile de faire de la planification. Si je ne suis pas planifié, c'est difficile à ordonnancer. Et donc, il y a une espèce de chemin logique là, que je veux vous montrer à ce niveau-là. Chez vous, est-ce que vous planifiez ou faites juste ordonnancer? Est-ce qu'on prépare les travaux, on met les pièces de côté, on sait combien de temps ça prend, ou on fait juste monter une cédule? Ça va vers ça. Qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? Okay. Prochain. Compétences du personnel. Je ne suis pas là pour vous dire si vos gens sont compétents ou pas. Je suis là pour vous poser la question, est-ce que vous êtes capable d'encadrer vos gens pour d'amener d'une embauche à quelqu'un qui est compétent à faire sa job chez vous? Donc, je parle avec un mécanicien. C'est quand la dernière formation que tu as eue? C'est quand, puis c'était quoi? Il dit, quand j'ai été embauché, là, j'ai eu les formations standards, santé, sécurité, le risque électrique, chauffer une nacelle, tout ça. Ça fait 15 ans de tout ça. J'ai un petit refresh de temps en temps, mais c'est pas mal ça. OK. Je demande au responsable RH, c'est quoi votre stratégie autour de la formation du personnel? On me répond, on a un budget par année, puis on s'occupe de l'accueil et l'intégration des employés. OK. Avez-vous acheté des nouvelles technologies dernièrement? Est-ce que les gens sont capables de les utiliser correctement? On va avoir des symptômes. Donc, la formation repart sur le parrainage. Pas tout le monde qui a le goût d'être un parrain. Il y en a qui appellent ça tirer un boulet. Hein, quand tu y mets un nouveau avec lui, là, ils ne veulent pas l'avoir, le boulet. Souvent aussi, on a comme un poste d'entrée. Tout le monde rentre par le chiffre de nuit ou l'opérateur, le journalier de base là, en opération. Donc, quand il est formé, il est assez bon. Après 6 mois, 1 an, il y a un poste qui s'ouvre, il s'en va là. Fait que celui qui va former le nouveau, il a juste moins de 6 mois d'expérience. Okay? Fait que tu as un parrain qui n'est pas prêt à être un parrain. Puis on ne confirme pas les acquis par des tests. On l'a parrainé, il fait 3 semaines qu'il est en parrainage, lui il est prêt. Tu tapes ses fesses, ah ouais, vas-y mon grand. Y a-tu atteint le niveau qu'on a de besoin? Et puis les certifications, c'est pas juste pour les cadres. Là. Moi, je suis certifié ingénieur, CMRP, il doit y avoir des MBA ici. Il y a toutes sortes de certifications qui existent, pas juste pour les gestionnaires. Là. On va faire de l'analyse vibration. Est-ce qu'il y a des gens qui sont certifiés en vibration chez vous, qui font de la vibration? Ouais. Bon. C'est quoi l'effet de ça? Les employés ils opèrent puis ils réparent. Les opérateurs, OK, on opère et on répare les machines. On insère des défaillances dans des actifs qui n'avaient pas. Puis on ne le sait même pas qu'on est en train de le faire. Parce qu'on le fait de la façon qu'on nous l'a montré, ou on se l'invente nous-mêmes parce qu'on ne le sait pas. Là, vous allez dire, hey, mais nous autres, on fait de l'amélioration continue.
Il arrive un problème, quand c'est plus que 120 minutes de délai, on se monte une équipe, analyse de cause fondamentale, parfait. C'est quoi le problème? Formation du personnel. Les façons de faire ne sont pas bonnes. Ça revient souvent à ça. On parlait de processus de gestion des travaux tantôt. Même un processus de création de retrait d'actifs. Les gens ne suivent pas le processus. Pourquoi ils ne suivent pas le processus? Ils n'ont pas été formés. Le dernier touché un peu, surtout dans les environnements syndiqués, mais des fois, il y a des gens qui pognent des postes, mais on se dit, c'est qui est là, lui? Progression de carrière. OK, ouais, mais on n'a pas fait de test, on n'a pas testé les compétences, il n'y a pas de façon d'englober ça. Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Bien, il n'y a pas de lien entre les processus et les compétences qu'on veut. Souvent, on dit aux gens, ben moi, je veux que tu aies un DEP en mécanique industrielle puis 5 ans d'expérience, tu as ça, parfait, tu es mécanicien industriel, vas-y. Quand on fait les matrices de compétences, ceux qui en ont des matrices de compétences, félicitations. Est-ce que vous avez intégré les notions de fiabilité? À quelle vitesse que l'opération commence à mettre la machine en danger? Oui, mais moi, quand je produis de nuit, il n'y a pas personne qui me check, je crème ça un peu, on est le meilleur corps de travail. Oui, mais de jour, tout est brisé. On est tout le temps arrêté de jour parce que de nuit, vous avez trop roulé. Les évaluations ne sont pas régulièrement faites. Okay, des procédures d'opération qui sont 18, ça peut être les procédures de maintenance aussi. Comment on se prend une gamme opératoire pour faire la job? Vous pouvez vous servir de ça pour former vos gens aussi si vous en avez des gammes opératoires qui sont bonnes. Donc, évidemment, on dépend, dépendance aux individus. Les solutions. Nommez-vous des experts techniques qui ont le goût de parrainer les gens, qui sont vraiment compétents à ces machines. Servez-vous de ces gens-là pour monter vos matrices de compétences, pour suivre les gens, pour faire les tests. Donc, développer les matrices de compétences. Selon les matrices, on fait des plans de formation. Plan de formation, qu'est-ce que je donne quand? 0 à 1 mois, dans les 3 premiers mois, dans les 6 premiers mois. Dans 2 ans, ce gars-là devrait être rendu là. J'ai des certifications professionnelles. Un petit cartable à l'embauche, j'avais déjà vu ça là-bas. Oui, je l'ai fait, j'ai été vu par quelqu'un, je suis compétent. Donc, on a un registre des compétences. Je vais revenir juste à une petite question avant de passer au suivant, mais on a vu le lien avec la GMAO. Il faut être formé pour la GMAO, il faut être formé pour la gestion des travaux. Okay, juste faire un petit lien là encore. Êtes-vous satisfait de la compétence de vos équipes? C'est-tu le problème des individus ou c'est le problème qu'on ne leur a pas donné ce qu'il fallait pour qu'ils réussissent? Les outils prédictifs, on en a parlé beaucoup hier, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en prédictif? Je demande au surintendant de maintenance, vous avez décidé de faire de la vibration dans votre équipe, dans votre usine, félicitations, OK? Comment vous avez déterminé à quelle fréquence vous allez faire votre analyse de vibration? Il dit, c'est 2 fois par année, c'est le prix que mon boss voulait payer. OK. Si vous faites de la vibration 2 fois par année, vous couvrez environ 60 des défaillances. Si vous le faites 1 fois par mois, vous couvrez 96 des défaillances possibles. OK. Superviseur de maintenance, c'est quoi qui sort des rapports de vibration? C'est quoi tu vois dans tes rapports de vibration? Qu'est-ce qui ça t'aide? Je n'ai pas le temps de les lire. OK. On va voir des symptômes, évidemment. Qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Bien, on ne connaît pas l'impact positif des technologies prédictives. Même si on a mis en place l'analyse de vibration, l'analyse d'huile ou peu importe, on est encore extrêmement réactif. On vit encore les urgences. Plus de 40-50 de ce qu'on fait, c'est l'actif qui décide quand est-ce qu'il arrête. Pourquoi? Est-ce qu'analyser la vibration, ça arrête est-ce que ça prévient un bris? Non? C'est quoi qui prévient le bris? Faire le correctif à temps. Le bon correctif au bon moment. OK. Les équipements couverts par la technologie prédictive sont aléatoires. Pourquoi tu prends cette pompe-là en vibration puis pas la CTA sur le toit? Bien, la CTA, je la prends en vibration, il faut que j'arrête la ventilation, ce qui pourrait faire perdre mon fromage. Fait que non, ma salle de ressuyage, je ne peux pas arrêter ma CTA. Parce qu'il faudrait que je l'arrête, ouvrir la porte, mettre mon capteur, fermer la porte, démarrer tout ça. Fait que je ne la prends pas en vibration. Oui, mais si tu viens de me dire que tu perds une journée de production de fromage, si tu perds ta CTA. Donc, pour moi, c'est critique, c'est ça que tu devrais prendre en place. Oui, mais la pompe là est accessible. Moi, ma sert n'est pas critique. Les gens ne sont pas formés pour analyser un rapport. Tu reçois un rapport, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je suis capable d'analyser? Un rapport d'analyse d'huile, c'est-tu tout le monde qui comprend c'est quoi un TAN? C'est à quel nombre de ppm que l'alarme est élevée?
Les actions correctives ne sont pas tenues en compte. On propose des choses, le gars en vibration vous dit quoi faire, mais il n'y a pas personne qui le met en place. L'effet n'est pas compliqué, là. Tu payes pour faire de la vibration, tu as payé pour former un gène interne ou tu engages Laurentide pour qu'on aille faire de la vibration chez vous, mais tu vis quand même le bris. Puis le coût du bris, ce n'est pas juste la maintenance en urgence, en overtime, la pièce que tu fais livrer en taxi parce que tu n'avais pas chez vous, c'est aussi la perte de prod et c'est surtout la perte de production. Puis les employés parfois en technologie, on l'a fait de la vibration, on ne donne bon rien. C'est pas la vibration le problème, OK? Pourquoi on se ramasse là? On n'a pas. L'utilisation de la technologie ne fait pas partie d'une révision globale de la stratégie d'entretien de nos actifs. On parlait d'RCM tantôt, on disait on fait moins de maintenance, on a plus de disponibilité. Mais si je décide de faire de la vibration sur certains équipements, prenons un gearbox. Je fais de la vibration dessus maintenant. L'opérateur va encore voir le niveau d'huile puis s'il y a des fuites. Le mécano s'intéresse au reniflard. Je change son huile une fois par année, mais je fais des analyses d'huile aussi dedans. Puis je le prends en vibration, mais à chaque shutdown annuel, je vais ouvrir le gearbox, je vais aller voir l'état des dents. Il y a peut-être des affaires de trop là-dedans. C'est quoi la vraie bonne stratégie pour entretenir le gearbox? Donc, si on se lance dans le prédictif, il faut revoir l'ensemble de notre stratégie. Le poste actuel ne tient pas compte que les sous-traitants exécutent comme travaux. Ça veut dire si c'est un sous-traitant qui fait l'analyse de vibration, l'analyse d'huile chez vous, puis il vous fait des recommandations, apparaît où la recommandation? Ça reste dans un PDF par courriel que personne ne lit. Je disais tantôt, le mécanicien peut aller voir le reniflard, l'opérateur peut aller voir le niveau d'huile, tu as un gars en vibration qui y va. Est-ce que tout ça, c'est visible à la même place? Non. Donc, qui a le temps de prendre actif par actif, en vibration, j'ai ça, en maintenance, j'ai ça, électrique, j'ai ça, opérateur, TPM? Les solutions, évidemment, bien, former les gens sur les gains utilisés de technologies prédictives. S'assurer que la technologie prédictive, c'est au bon endroit, à bonne fréquence, okay, pour couvrir les modes de défaillance connus, éviter les redondances, éviter le surtravail, le surmaintenance. Je pense que les gens de RCM ce matin nous l'ont très bien expliqué. Il faut que j'accélère un peu. Intégrer les résultats d'analyse prédictive et préventive à un tableau de bord d'évaluation de la santé des actifs. Quel actif est vraiment en santé puis lequel est malade, tout centraliser ça à la même place. Si c'est un sous-traitant qui fait vos analyses, est-ce que vous pouvez donner accès à votre GMO pour qu'il fasse lui-même la demande d'intervention? Il faut que le planificateur ait la créer. Puis si vous évitez un bris, je disais tantôt, on valorise la réactivité. Est-ce qu'on pourrait valoriser à la place le prédictif et le préventif? Si on a dit que j'avais un problème avec mon huile, puis que c'est mes dents de mon boîtier d'engrenage qui commencent à s'user, puis que je suis capable de remplacer en préventif tout ça, puis je remets mon gearbox en opération, j'ai sauvé combien par rapport à un bris? Donc, on est capable de dire, ça a coûté tant de faire ma vibration, mais ça m'a sauvé tant en bris pour aider les gens à adopter la technologie. OK. Là, je fais le lien avec ce que je viens juste de dire, la valorisation de la fiabilité. Encore une fois, je demande à un directeur d'usine, un chef de service, c'est quoi le budget nécessaire ou alloué aux initiatives en fiabilité? On me dit, je ne connais pas le budget qui est nécessaire, mais vraiment, on essaie de justifier un fiabiliste. Qu'est-ce qu'il ferait? Pourquoi on l'embaucherait? Qui fait quoi? Comment on se réorganiserait? OK, parfait. C'est bon, ça. Je demande à l'ingénieur d'usine, c'est quoi le processus d'évaluation des projets? On me dit, il y a des gens qui font des demandes, selon le budget, on fait ou on ne fait pas. OK. Les symptômes, les budgets sont en fonction de l'historique seulement. Je demande comment ça vaut une tonne ou une heure de production, je n'ai pas de réponse. Il n'y a personne qui est capable de répondre comment ça vaut une tonne de prod dans leur usine. On veut faire de l'amélioration, mais ça vient surtout environnemental, santé, sécurité, la qualité, on veut s'améliorer, mais nous autres, en gestion d'actifs, en maintenance, on n'a pas de plan d'amélioration. Lorsqu'il arrive une panne, le réflexe, c'est quoi? On repart le plus vite à tout prix. Il n'y a pas personne qui cherche à comprendre pourquoi que la panne est arrivée, puis ça a coûté combien cette panne-là. L'effet, évidemment, on ne connaît pas l'impact de nos bris, autant en coût de maintenance qu'en perte d'opération. Il n'y a pas d'accent qui est mis sur l'amélioration. Si on a de l'argent supplémentaire, on va tactiquement se mettre en place pour réparer plus vite. Je vais mettre une pompe de plus à côté, elle est déjà réparée dans l'atelier. Okay, j'ai une pompe qui marche, j'ai une spare prête à partir à côté, puis j'en ai une dans le coin de la même salle qui est prête à prendre la place de l'autre. On justifie difficilement les initiatives en fiabilité.
Je vais avoir un fiabiliste, ça va me rapporter combien? C'est ça la question. Ce n'est pas comment ça coûte un fiabiliste, ça va rapporter combien? Les responsables d'actifs, c'est qui un responsable d'actifs? Tous les gens qui sont dans une usine sont responsables d'actifs. Que tu sois en qualité, en santé, sécurité, peu importe, on est tous des gestionnaires d'actifs. Il faut que les gens aient le réflexe de transformer des situations quotidiennes en ce qu'on appelle un cas d'affaires. Ça me coûte combien mettre l'action en place? Ça rapporte combien? Ça prend combien de temps? Les analyses de Coriacine sont rarement effectuées, donc les solutions apportées sont souvent sur les symptômes. Puis on ne compare pas la valeur de la solution, ça me coûte combien mettre la solution en place, à ça engendre comment de perte si je ne le fais pas. La solution, mettre en place. Il faut connaître la valeur de la production, premièrement. Tout le monde devrait savoir, l'opérateur, quand j'opère ma machine, le fromage qui tombe à côté de la machine, c'est ça le coût. Si j'arrête tel système pendant 1 heure, ça a telle perte. Les gens doivent être sensibles à ça. Donc, on va valoriser en dollars, on va les enregistrer, les problèmes. On ne travaillera pas tous les problèmes, on va les enregistrer. À un moment donné, il y en a un qui va être plus fort que les autres. On va dire, OK, il faudrait peut-être bien l'attaquer. Les solutions proposées sur les causes fondamentales. Puis, même chose, si on a des gains, on a réalisé des projets, on a fait de l'amélioration, disons-le qu'on est bon. Et on a le droit de se vanter de ce qu'on a fait. Il faut se vanter en plus. Puis si on a fait des gains, est-ce qu'on peut reprendre cet argent-là et la remettre dans nos projets? Je n'ai pas dépensé en maintenance trop parce que j'ai sauvé un bris, ça vaut tant. Peux-tu me donner cet argent-là comme si on l'avait dépensé puis qu'on fasse un cercle vicieux mais positif d'amélioration? Gestion des changements. OK, il y a 2 types de gestion de changement. Tantôt, l'humain, comment on communique, la gestion du changement entre humains. Moi, je vous parle de demande de modification. Okay? Je vous parle des changements des actifs physiques plus. Je demande au surintendant d'opération, êtes-vous satisfait du service de la maintenance? Il ne m'a pas quand c'est en urgence, là, c'est parfait. Mais toutes les autres demandes ne sont jamais réalisées. Je demande au superviseur de maintenance, c'est qu'est-ce qui occupe la plus grande partie de ton temps? La réponse, c'est les demandes de l'opération. Ils me font plein de demandes, je suis tout le temps en train de travailler sur leurs demandes. Il y a un disconnect complet sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que tu veux que je fasse. Des symptômes, le backlog contient beaucoup de demandes non évaluées. On ne connaît pas vraiment le volume du backlog. On n'a même pas le temps de préévaluer les demandes dans le backlog. Il y a des bons de travail qui ont plusieurs années. Quand je lis les verbes d'action des bons de travail, je vois des verbes comme ajouter, percer ou raccourcir. Pas de la maintenance ordinaire, ça. Toutes les demandes s'en vont en maintenance, sans exception. Tout ce qu'on veut faire, maintenance, 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 maintenance. Maintenance devrait maintenir les fonctions en passant, OK? Puis je ne veux pas savoir c'est quoi le problème, je veux que tu m'emmènes une solution. Même si on n'a pas pensé à la cause fondamentale. Okay? J'entends, mettez-vous en mode solution, j'entends ça dans les tableaux de bord. Oh, OK. On est dans ce petit jeu. C'est des symptômes qui m'alignent. Bien, l'effet, évidemment, il va y avoir beaucoup de retravail. Tu m'as demandé de raccourcir le cylindre pneumatique. On l'a mis plus court, on le fait en vert. Ça ne marche pas. Mais non, parce que ce n'était pas sa cause fondamentale. Tes listes de pièces détachées sont désuètes. On revient sur la gestion des données. Mes dessins techniques, mes pieds d'IND ne sont plus à jour. On a fait une modif. On a changé de quoi électriquement. On n'a pas mis le PNID à jour. OK? Les machines qui sont modifiées sont connues juste de quelques personnes. Le mécano qui l'a fait avec le superviseur qui a fait la demande. Puis quand ça brise, il n'y a plus personne d'autre qui sait pourquoi c'est comme ça. La demande réalisée ne répond pas à la fonction attendue. J'ai demandé de raccourcir le cylindre pneumatique parce que je pensais que ça me sauverait du temps dans sa charge, mais finalement, ce que ça cause, c'est que ça ne fait plus la job que je voulais que ça fasse. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser la cause fondamentale, pourquoi on a de la misère à en sacher. On a mis l'accent sur le cylindre pneumatique, on a mis de la pression sur la maintenance pour qu'il modifie le cylindre. Okay. C'est pourquoi on se ramasse cette situation-là. Ça veut dire que toutes les demandes d'intervention ne sont pas approuvées, ne sont pas classées. Une demande d'intervention, quand je vois un verbe comme percer, agrandir puis ajouter, ce n'est pas de la maintenance ordinaire, c'est une demande de modification. On devrait gérer ça à part les demandes de modification. Avec une demande de modification, il faut mesurer les impacts, surtout le risque, qu'on peut se tromper. Puis les demandes de modification ne sont pas nécessairement le résultat d'analyse de cause racine, encore une fois. Solution, évidemment, toutes les demandes d'intervention de la maintenance doivent être revues avant d'être exécutées. Est-ce que c'est un doublon? Est-ce qu'on ne l'a pas fait cette nuit passée par hasard? Puis, tout ce qui est maintenance ordinaire, ça devrait être traité par un processus, puis les gestions de modification par un autre processus.
L'analyse des changements, bon, ça veut dire plein de choses. On va vous donner la présentation. Vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Il faut que j'accélère un peu. Puis les modifications, ça ne devrait pas toujours être la maintenance qui est responsable des modifications. La maintenance devrait d'abord se focusser sur maintenir les fonctions des actifs. Puis lorsqu'on va être en contrôle de nos actifs et qu'on a du temps, on pourra donner du support aux modifications. Mais sinon, peut-être ça peut être l'ingénierie, un sous-traitant, je ne sais pas, mais faites bien attention aux modifications. Gestion des inventaires, OK, 7e cas, et dernier pour tout de suite. Je demande aux finances, c'est quoi le centre d'attention financier actuellement en gestion des actifs? On me répond, il faut diminuer la valeur des pièces de rechange en inventaire, on en a ben trop. Je demande à un électrotechnicien, j'ai dit, comment tu me décrirais ton magasin de pièces de rechange? Il me répond, on n'a jamais ce qu'il nous faut pour réparer. Encore une fois, un gros disconnect. Fait que là, on va aller voir c'est quoi les symptômes. Bien, le magasin de pièces de rechange il est encombré et il manque d'espace. Je ne sais pas si ça vous parle. Malgré la quantité élevée de ce qu'on a en inventaire, on ne semble pas avoir le bon stock en inventaire. Ce n'est pas la bonne chose qu'on a de besoin. Le magasinier connaît le roulement, mais personne d'autre s'intéresse à ça. Dans la gestion de données des actifs, on parle de la criticité des actifs, mais tu peux aussi avoir la criticité des pièces de rechange, donc leur classement. On ne connaît pas les pièces. Moi, si le comptable il me dit qu'il faut diminuer la valeur des actifs, bien, j'ai dit tout ce qui est classé A, là, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est mes pièces qui sont extrêmement longues à avoir, qui coûtent très cher, puis si je n'ai pas, on va être arrêté longtemps. Fait que ceux-là, si tu veux diminuer la valeur d'inventaire, tu ne touches pas à ça. C'est facile. Si ce n'est pas connu, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va vous challenger sur ces pièces-là. Là, il va falloir justifier chacune des pièces. Fait que l'effet, bon, les demandes de mise en stock sont faites suite à des bris imprévus. Encore une fois, l'émotion. J'ai eu un bris, je n'avais pas la pièce, je l'ai fait mettre en inventaire. Ah, mais peut-être que ce n'était pas super critique. Peut-être que ce bris-là n'aurait pas dû arriver. Encore une fois, les minimums, les maximums, c'est le demandeur qui dit moi, je pense que en prendrais 2, peut-être 4, c'est pas trop. Puis beaucoup de pression des finances pour diminuer la valeur en inventaire, parce que c'est vrai que l'inventaire est élevé. On se retrouve dans cette situation-là, il n'y a pas de processus périodique de revue des inventaires où on demande, il y a quelqu'un qui disait on va reviser ensemble ce qu'on a en magasin. Bien, maintenant, ça dit moi, pas disponible. Bien, si tu n'es pas disponible pour gérer l'inventaire de pièces que tu as besoin, tu ne pourras pas venir chialer après qu'on t'a enlevé ce que tu aurais dû garder, donc il faut que tu te rendes disponible. Les performances au niveau de service du magasin qui n'est pas suivi. Il n'y a pas de processus pour déterminer si on tient ou pas une pièce en stock puis quelle quantité. Solution, évidemment, utiliser des matrices pour classer vos pièces, calculer des quantités à tenir en inventaire selon des formules reconnues, des bonnes pratiques. OK, il faut vraiment que j'avance. Par quoi on commence? De tout ça, vous voyez, c'est plein de petites choses que probablement, j'espère que je ne me suis pas trompé en disant qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Je suis dans le champ, c'est-tu ésotérique ce que je dis ou ça représente votre réalité? OK? Fait on commence par où? Parce que les solutions sont là. Pourquoi on n'est pas capable de les mettre en place? Par quel bout on prend ça? Fait que moi, je vais vous dire, la map, là, vous l'avez. Vous la connaissez, c'est chez vous. Est-ce que vous savez où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que vous partez? Le savez-vous? Puis, je vais vous poser une autre question. Où est-ce que vous voulez aller? Savez-vous c'est quoi votre destination? Ça, c'est vraiment les deux premières questions. Après ça, bien, il y a plein de chemins possibles qu'on peut prendre pour s'y rendre. Êtes-vous capable de le faire seul? C'est pour ça qu'on fait du benchmark, c'est pour ça qu'on fait l'évaluation de vos pratiques, c'est pour ça qu'on aide à monter des plans d'action, puis on calcule une analyse coût-bénéfice pour réussir à se faire un plan long terme. Parce que vous pouvez me dire, si j'ai la chance de faire une chose et juste une chose laquelle que je ferais, tout peut vous aider, mais individuellement, ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez les interconnexions de mes pièces de rechange avec la planif, avec ma GMAO, avec la compétence du personnel, tout vient se relier quelque part. Donc, peu importe par où tu commences, ça peut être bon, dépendant d'où vous partez puis où est-ce que vous voulez aller. Questions? Commentaires, suggestions? Je voulais savoir, est-ce que tu as benchmarké quasiment tout le monde qui était ici? Non. Comme je disais, j'ai quand même été dans soit mécano, planif, superviseur, surintendant ou directeur dans une douzaine d'équipes de maintenance différentes.
Puis j'ai pu évaluer une vingtaine d'équipes autres aussi, comme consultant, mais aussi comme dans d'autres entreprises où on faisait de l'évaluation à l'interne entre nous. Les trucs reviennent. Mais c'est tout le temps un peu différent. Il y en a qui font bien certaines choses, qui font moins bien certaines choses. Le niveau de maturité globale, il y en a qui est un peu plus élevé, il y en a qui est très faible. Mais grosso modo, il y a certains points qui reviennent tout le temps. Où on dit, hey, nous autres, on était super bons dans notre GMO. Ça s'est perdu dans le temps. Parce que ça change, parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté, parce qu'il y a un nouveau boss qui a changé d'autre chose. On a changé de GMO. On avait Maximo, ça allait bien. On est parti à SAP, on a un petit. Ça a fait un petit break. Fait que non, mais j'ai 3 clients dans la salle, par contre. Oui, bonjour. J'ai vu, j'aimais bien les dialogues que tu mettais, donc c'était des questions ouvertes avec des réponses. Donc, je suis ton boss, je te pose une question que tu as posée. Le fiabiliste, il va nous rapporter combien? Comment tu réponds? Je suis ton boss, là. Il y a plusieurs façons. Puis la première, c'est de nous dire, ton fiabiliste, tu veux le faire travailler sur quoi? Sur quoi tu veux qu'il travaille, le fiabiliste? Parce qu'il peut travailler sur plein de choses. Dépendant sur quoi on va le faire travailler, il faut savoir, c'est du bon, oui, je vais le faire mettre à jour mes données de GMAO. Parfait, OK. Ça va rapporter combien de travailler ces données de GMAO? C'est pas facile à dire, là. Non, mais il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans. Ouais, Il y a oui. beaucoup d'hypothèses. Il y a les bonnes pratiques. Par contre, on sait que les bonnes pratiques, il y a beaucoup de chiffres qui existent qui nous disent si tu es dans le 4e quartile, tu dépenses à peu près tant. OK? Fait qu'il y a 2 façons. Les quartiles de performance, là, les 4e quartiles, les moins bons performeurs, 1er quartile, les meilleurs performeurs. On sait qu'il y a une corrélation très forte et directe entre le nombre de bonnes pratiques que tu as en place dans ton usine, donc le niveau de maturité, et tes chiffres financiers. Donc, si je ramène tes coûts de maintenance par rapport à ton RAV, ta valeur à neuf de tes actifs, il y a un certain pourcentage par année en maintenance que tu mets sur ton actif par rapport à ta valeur à neuf. Si dans le 4e quartile, tu vas dépenser un certain montant, dans le 1er quartile, tu devrais en dépenser moins. C'est directement relié au nombre de bonnes pratiques que tu as en place. Donc, on sait que si tu es une entreprise de 3e quartile, par exemple, puis que tu veux diminuer tes coûts de maintenance, puis tu dis, moi, je voudrais être dans le 2e quartile ou dans le 1er quartile en maintenance, bien, voici les bonnes pratiques que tu dois mettre en place pour te rendre. Puis voici, oui, si ton chiffre financier représente bien une entreprise de 3e quartile, donc les chiffres de l'usine sont représentés par ce que la littérature nous donne, bien, on est capable de faire un gap là aussi. Il y a plein de façons de le faire. Par rapport aux standards de l'industrie. Par rapport au standard de l'industrie, c'en est un. Puis il y a aussi les vrais chiffres de ce que vous avez. Ce que vous avez en valeur d'inventaire, c'est à vous. Mais on veut dire, si je veux diminuer de 10 la valeur d'inventaire en rationalisant mes pièces, ça vaut combien? Ça va me prendre combien de temps pour faire ça? On sait aussi à peu près ça prend combien de temps par actif. Des fois, on dit, bon, ben j'ai tant de pièces, je devrais passer 5 minutes par pièce. Ça coûte combien un consultant? On est capable de faire plein de choses comme ça. Merci beaucoup, François.